À l'époque, quand je dis je vais au Sénégal, tout le monde me dit mais toi là, tu vas faire quoi au Sénégal? C'est en 2007. Donc moi, quand je décide de partir, tout le monde me dit mais tout le monde attend que je me casse la figure en fait. Ici, c'est vraiment une histoire de réseau. En fait, c'est simple. Ici, si tu n'as pas de réseau, tu n'as rien. Quand tu arrives à Dakar, tu sors ton 10 000 là, en une journée, c'est terminé, tu ne comprends pas. Est-ce que tu sors 15 € comme ça, d'un claquement de doigts en France? Non, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des problèmes dans chaque coin de rue. Qui dit problème dit solution. Qui dit problème dit business. L'Afrique, là, c'est the place to be. Je veux dire, on ne parle que d'Afrique. Si les gens veulent se lancer, il faut venir maintenant. Il ne faut pas attendre dans 10 ans. Parce que j'entends des gens qui me disent des projets dans 5 ans. Je dis, mais vous là, dans 5 ans, dans 10 ans, c'est gâté en fait. Carrément. J'aimerais vraiment être la référence, le partenaire idéal par qui la diaspora doit passer. Dès qu'on dit entrepreneuriat en Afrique, c'est autour de moi. Tu veux concurrencer Philippe? Ouais, au Sénégal, ouais. Hello, welcome sur Business Expertise, welcome sur votre concept. Impact Stock. Ici, on parle d'entrepreneuriat, on parle de mindset, on parle de création de richesse. Et comme d'habitude, on n'a que des invités particuliers. Et bon, regarde, comment est-ce que tu te présentes devant un potentiel investisseur, partenaire ou business angel, si on veut. Comment est-ce que tu te présentes devant ce genre de profil? Ok. Je dirais que je suis une dénicheuse de pépites. Et aujourd'hui, mon objectif, c'est vraiment de mettre en lumière toutes les pépites africaines, qu'elles soient sur le continent ou ailleurs. Et avec elles, de créer des champions nationaux. C'est ma mission. Et cette dénicheuse de pépites, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Marie. Ouais, il faudrait commencer par là. Hein. Elle s'appelle Marie. Elle s'appelle Marie-Yvonne d'Almeida, mais elle est connue sous le nom de Marie. Marie-Yvonne d'Almeida. Marie-Yvonne, tu es Portugaise. Alors, Wow. Ah, Marie-Yvonne, ça va beaucoup. Voilà. Il faudrait même qu'on soit pas. Parce que link, hein? Parce que j'ai une partie de ma famille, d'Almeida. Dans notre famille. Donc peut-être, effectivement, si on cherche un peu. Après, on va creuser. On va creuser. On va creuser, mais je pense qu'il y a... Mais j'ai une partie sérère, hein. J'ai ma maman qui est sérère et mon papa qui est capverdien. Ma mère, c'est du côté de mon papa. Donc toi là, on va se linker après. On va se linker, il n'y a aucun souci. Et est-ce que tu te rappelles de la première fois, de ta première expérience qui t'a permis de gagner des sous, peu importe l'âge? Ouais, moi j'adore le Sénégal. Je suis née en France, mais j'adore le Sénégal. Et donc, pour venir au Sénégal, il fallait acheter des billets d'avion. Donc moi, à l'âge de 15 ans, je faisais déjà, j'étais serveuse dans un restaurant pour pouvoir gagner de l'argent et acheter mon billet d'avion pour venir en vacances. C'était au black, hein, parce qu'à 15 ans, on ne travaille pas. Je comprends. C'est-à-dire, comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que tu as pu trouver ton premier job? Du bouche à oreille, comme je crois qu'il est naturellement chez moi. Hein. Non, j'avais une amie, je me rappelle, c'était une amie, sa mère travaillait dans un restaurant près du château de Versailles. Et je voyais mon amie travailler donc avec sa mère. Et je lui ai dit, mais moi aussi, je vais travailler. C'est comme ça que j'ai commencé à bosser. Après, j'ai fait des jobs étudiants. Voilà, après c'est comme ça. J'aimerais savoir, déjà, tu as fait cette activité déjà de restauration, etc. Durant combien de temps? Je le faisais tous les week-ends. Tous les week-ends? Ouais. Et est-ce que tu as des leçons de vie que tu as appris grâce à ce job-là? Ouais, il faut se donner les moyens de sa politique, je dirais ça. Et que quand on cherche, on trouve toujours des solutions. On trouve toujours des solutions. Donc ça, c'est important, les gens, il faut qu'ils gardent ça en tête. Et moi, j'ai toujours voulu être indépendante, j'ai jamais voulu dépendre de mes parents, j'ai jamais voulu embêter mes parents. Donc ça, c'était important pour moi. Et puis, je suis une aînée aussi. Je pense que ça joue. Je pense que ça joue aussi. Donc en fait, quand on veut quelque chose, on l'obtient. Donc il faut juste se donner les moyens. À l'école, tu étais quel genre d'élève? Très mauvais élève. Comment ça? En général,
les filles, non, voilà non. quoi. Moi, je ne sais pas en général. J'étais une très, très, très mauvaise élève. Je détestais l'école. Ah oui. Et toi, tu voulais faire quoi plus tard? J'avais pas de. En fait, je détestais tellement l'école à un tel point que j'avais pas de. Je suis une grande artiste, moi, à la base. Donc, le truc du concept de l'école, là, soit je m'ennuyais, je sais pas, en tout cas, mais j'aimais pas du tout. J'étais peut-être aussi dans une filière qui m'intéressait pas. J'ai passé 2 fois le bac que je n'ai pas eu. Et je crois que je me suis révélée qu'après le bac, quand j'ai fait des études en tourisme, parce qu'il y avait une histoire de création quand même, de créer des voyages. Quand quelqu'un vient te demande un voyage, bah, tu crées pour lui le voyage, l'expérience, c'est ça que j'aime. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait, j'étais à côté de la plaque avant. Mais j'aimais pas l'école du tout. J'ai jamais été bonne à l'école. Ok. J'étais toujours derrière en train de rigoler avec les gars. Voilà, moi l'école là, c'était pas pour moi. Tu étais quand même perdu de classe, quoi. Oui, un peu. Un peu. J'étais toujours au milieu des. Derrière la salle. Ouais, j'étais toujours au milieu des gars. Enfin, moi, voilà, c'était ça. Et à l'université, après le bac, tu as suivi quoi? J'ai fait une école de tourisme. Mon père m'a un peu forcé la main parce qu'on m'avait un peu laissé faire jusqu'au bac et on a vu que ça marchait pas. Donc je voulais faire une école de décoratrice d'intérieur. Non, plus précisément architecte d'intérieur. Comme j'avais pas de notion en dessin, donc j'ai foiré l'entrée. Et mon père a dit bon, maintenant ça suffit. On va t'amener dans une école de tourisme. Et je suis allée dans une école de tourisme. D'accord. Sans le bac. Sans le bac. J'ai jamais eu mon bac. D'accord. Et finalement, le fait de ne pas avoir eu le bac, ça te fait quelque chose? Ça te dérange? Non, aujourd'hui, non, pas du tout. Mais bon, quand on est jeune et qu'on voit tout le monde qui a eu son bac, et que, en fait, et puis moi, je suis dans ma famille, surtout Oufi au Sénégal, parce que j'avais beaucoup de familles au Sénégal, donc tout le monde était très excellent. Donc toi, tu viens là, tu es dernière de la classe. C'est un peu bizarre, mais bon, maintenant. Yeah. Et regarde, après, comment est-ce que ça s'est passé à l'école de tourisme? En tourisme. Bah, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé parce que je pense j'aimais ce que je faisais. Et là, justement, j'avais d'excellentes notes. Je faisais même partie des premières de mes promos. Donc, je pense que je n'étais pas intéressée par ce qu'il y avait avant le bac, en fait. Donc finalement. Quand j'aime pas, je fais pas, moi, en fait. Donc finalement, selon toi, c'est quoi le problème? C'est le système scolaire? C'est quoi le problème? Non, je pense que c'est une histoire de trouver sa voie, tout simplement. Je ne l'avais pas trouvée. Aujourd'hui, si tu devais aider une personne qui n'arrive toujours pas à trouver sa voie, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Je lui demanderais de faire un exercice que je fais d'ailleurs avec mes incubés. C'est vraiment de trouver ce qui vous anime. Parce qu'en général, on suit ce que les parents veulent pour nous. Et des fois, c'est pas efficace. C'est vraiment de trouver ce pourquoi on est bon, les choses qu'on fait très très naturellement. Ça, c'est un concept qui s'appelle l'ikigai, que nous, on utilise. Après, il y a d'autres choses que j'utilise aussi. Des tests RIASEC, il y a plein de tests en fait que j'utilise. Parce que pour moi, c'est important en fait, quand on est entrepreneur, parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est important pour moi d'être en adéquation entre ce qu'on est nous et l'entreprise qu'on veut porter. Parce qu'une entreprise, c'est d'abord un entrepreneur fort. Si on n'a pas des entrepreneurs forts et connectés avec leur pourquoi, je ne vois pas pourquoi on font du business. C'est important de bien déterminer son pourquoi. Pour moi, c'est important. C'est la base. Avant même de parler de stratégie et de tout ça, C'est important d'être en phase avec qui on est et avec le business qu'on a envie de faire. Donc, si je comprends bien, le business, c'est juste notre prolongement. C'est logique. Et tu as eu à travailler dans le domaine du tourisme, finalement? Oui. Alors, moi, j'ai à peine fini mes études, parce que comme je vous l'ai dit, j'aimais pas trop les études, même si effectivement ce que je faisais m'intéressait. Moi, je me suis arrêtée en 3e année, en licence pro, et j'avais commencé des stages à Dakar en fait.
Moi, je savais déjà que j'allais aller à Dakar. Mes parents n'étaient pas au courant, mais moi, je savais que je voulais aller à Dakar. Donc, j'ai fait tous mes stages, sauf mon dernier stage de 6 mois. Mais tous mes stages ont été faits au Sénégal. Et donc, après, quand j'ai fini ma licence pro et mon stage de 6 mois, j'ai trouvé un job à Dakar. J'ai commencé mon premier job au Sénégal. Pourquoi ce choix de retour? Je dirais pas que c'est pas un choix, c'est parce que j'y allais chaque année. Enfin, bon, j'ai baigné dans ça. Moi, chaque année, je venais en vacances au Sénégal depuis très petite. Moi, c'est, je sais pas. Tu te sentais mieux ici? Ouais, certainement, ouais, je pense. Ouais. Et comment s'est passée l'expérience à Dakar, le job ici? Ah, trop bien, trop bien. Bah, je suis arrivée ici, j'ai travaillé dans une agence réceptive. Donc, je faisais de l'événementiel et du tourisme d'affaires pour des entreprises sénégalaises. J'ai été embauchée pour ça. C'est pour développer en tout cas le tourisme d'affaires dans les entreprises locales. Donc c'était bien parce que nous on avait l'habitude de venir en vacances, mais on n'est pas en vacances, on restait dans la famille. Donc moi je connaissais pas le Sénégal. Donc, ça m'a permis de découvrir toutes les régions du Sénégal, ça m'a permis d'avoir du réseau aussi ici, parce que du coup mes interlocuteurs c'était des RH, enfin voilà. Ici au Sénégal, dans les entreprises sénégalaises, donc ça m'a permis d'avoir du réseau, donc moi c'était génial. J'ai passé les plus belles années de ma vie en arrivant ici à Dakar. Ok, et successivement, après cette expérience dans le tourisme, qu'est-ce qui s'en est suivi? Ensuite, j'ai arrêté, parce que j'ai eu des enfants. Et l'événementiel, ça prend énormément de temps. J'étais beaucoup sur le terrain. Donc, j'ai arrêté et j'ai créé une entreprise de nettoyage. Et cette entreprise, pourquoi le nettoyage? C'était une opportunité. C'était une opportunité. J'avais mon ex-mari qui avait une entreprise de nettoyage que j'ai dû, pour des raisons, voilà, que j'ai dû reprendre en fait. Tu as repris ça? J'ai repris ça. Et finalement, comment est-ce que ce business-là s'est passé? Très bien. Et là, j'ai appris la vraie vie. En fait, c'est un business qui existe toujours? Il existe toujours sous un autre nom, mais il existe toujours. Il y a toujours des activités de nettoyage. Et comment est-ce que tu vois l'évolution de ce domaine du nettoyage à Dakar? Ça explose, parce qu'on voit des sociétés de nettoyage un peu partout. Donc je pense que c'est une activité qui fondamentalement marche. C'est quoi, ça a été quoi la première surprise, la première grosse surprise que tu as eue? Quand je dis grosse surprise, c'est bien sûr une surprise désagréable que tu as eue dans ce business-là. Est-ce que c'est des surprises désagréables? C'est des expériences. La gestion du personnel. Oh, potolo. Oh, potolo. Tololo. Ah ouais, la gestion du personnel, c'était quelque chose. Parce que j'avais jamais géré de personnel puisque j'étais employée avant. Donc on vient avec notre petit syndrome de Toubab et on veut imposer des choses qui fondamentalement ne fonctionnent pas. Donc on se heurte. Ok. Et concrètement, c'était quoi le problème et comment est-ce que tu gères ça? C'est toujours des problèmes de retard. Quand tu as un chantier de nettoyage, tu dis aux gens venez à 7h, les gens viennent à 8h30, 9h. C'est aussi c'est une jeune femme qui prend le lead. Donc, des fois, ça ne marche pas toujours. C'est des soucis d'organisation en fait. Des soucis d'organisation et de compréhension. En fait. Et je pense qu'au début, j'étais peut-être pas flexible, mais je comprenais pas en fait. Je comprenais pas. Donc moi, je venais vraiment avec mes codes d'entreprise, parce que je sortais d'entreprise, et mes codes de Toubab. Et finalement, comment est-ce que tu parviens à gérer ça? J'écoute. J'écoute les gens, j'écoute leurs besoins surtout. Je leur fais comprendre que je ne suis pas là pour leur donner des leçons parce qu'ils savent mieux que moi. J'arrive dans un secteur que je ne maîtrise pas. Donc, c'est eux qui m'ont appris le métier en vérité. Donc, je me mets en dessous d'eux quelque part
Et je comprends aussi comment est-ce qu'ils fonctionnent aussi et quelles sont leurs problématiques au quotidien. Et qu'est-ce qui fait qu'ils fonctionnent comme ci ou comme ça. Donc j'ai vraiment fait... je me suis adaptée en fait. Je me suis adaptée. Et comment est-ce que maintenant, comment est-ce que le chemin s'est passé jusqu'au Tour de Marie? Qu'est-ce qui s'en est suivi? Alors ensuite, je suis rentrée à Paris. J'ai fait... j'ai pas trouvé de travail dans mon domaine, dans le tourisme d'affaires, à cette époque. Donc je me suis formée pour travailler chez Air France, agent d'escale, etc. Donc j'ai fait mon escale. Ensuite, j'ai travaillé en intérim dans les assurances. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ensuite, j'ai trouvé un CDI chez un constructeur, donc chez BMW, chez qui j'ai travaillé à peu près 5 ans en CDI, parce que voilà, il fallait se stabiliser, etc., etc. Et puis, je me suis grave emmerdée dans ce que je faisais. Mais bon, il fallait travailler. Et Covid est arrivé. Et je me suis dit, mais Marie, là, tu vas continuer à vivre une vie qui n'est pas la tienne, clairement. Et après, je me suis dit, mais est-ce que tu ne devrais pas, en fait, accompagner des entrepreneurs, faire découvrir le Sénégal autrement? Parce qu'en fait, j'avais autour de moi plein d'entrepreneurs qui voulaient se lancer et qui ne savaient pas par où commencer. Et donc, je me suis formée et j'ai créé le concept Autour de Marie, qui est l'incubateur pour accompagner les porteurs de projets de France, enfin, en tout cas de l'Europe, vers le Sénégal. Yeah. And, est-ce que tu as aujourd'hui une idée du nombre de personnes que tu as formées? Ouais. Et en combien de temps? On est à combien? On est à peut-être 110. Ouais, 110 depuis septembre 2021. Et c'est combien de corps pour le moment? Il y a eu 4. En fait, chez Autour de Marie, il y a plusieurs programmes. Il y a les cohortes en immersion et il y a les cohortes de Paris, pour des personnes qui veulent juste se préparer et qui ne sont pas forcément prêts à partir. Donc l'ensemble de toutes ces cohortes-là, il y a plusieurs programmes. L'ensemble de tous ces programmes-là, c'est à peu près 120 personnes accompagnées. Depuis 2021, il y a 4 cohortes qui sont venues ici au Sénégal. En immersion? En immersion, oui. Yeah. Et comment est-ce que ces programmes-là, quels sont les différents outils que vous donnez dans ces programmes-là? Alors quand j'ai créé ces programmes-là, je voulais que ce soit des programmes très concrets. Je ne voulais pas de théorie, parce que vous avez compris que moi, je n'aime pas la théorie. Yeah. Voilà. Donc, je voulais quelque chose de très pratico-pratique, de très terrain, parce que pour moi, c'est le terrain qui parle, ce n'est pas autre chose. Donc, c'était... En fait, c'est une formation qu'on a créée, donc un tronc commun de formation business concret. Et selon le programme, donc soit il y en a qui restent sur Paris, qui restent que sur le programme business, soit il y en a qui partent au Sénégal et avec qui on travaille sur la partie immersive. Et il y a aussi une première partie qui est très importante pour moi, dans laquelle je me suis formée, c'est vraiment aller chercher l'excellence chez chacun de mes incubés. Moi, mon accompagnement commence par ça. C'est vraiment d'abord l'incuber, ses forces, ses faiblesses, son excellence, enfin, toutes ces choses-là, ses points forts, ses points faibles, etc. Et ensuite, à partir de là, on commence à travailler sur la partie business. Right. Selon toi, est-ce que tout le monde peut être entrepreneur? Alors, tout le monde peut être entrepreneur, mais tout le monde ne peut pas réussir. Mais tout le monde peut être entrepreneur. Et alors, est-ce que dans votre programme, est-ce que vous promettez la réussite? Absolument pas. Yes. Pourquoi vous ne promettez pas de réussite? Parce que la réussite, c'est l'entrepreneur d'abord. Nous, on donne juste, on a une obligation de moyens. On va donner les moyens. Mais c'est l'entrepreneur qui appuie sur le bouton. C'est pas, nous, on n'est pas magiciens. Et c'est ce que beaucoup de formateurs peut-être se trompent, ou beaucoup d'incubés se trompent.
90% du travail, c'est l'incubé. Nous, on n'est que le 10% en fait, finalement. Donc non, je promets pas que les gens vont se lancer et qu'ils vont réussir. C'est pas vrai si je dis ça en fait. D'après ce que tu vois en général, où est-ce qu'on peut facilement se casser la tête quand on se lance dans l'entrepreneuriat? C'est je pense que c'est quand on n'a pas compris la cible, quand le business model n'est pas bon, quand on ne s'est pas compris. Je crois que c'est la base en fait. Quand on ne s'est pas compris, c'est difficile en fait d'exceller dans ce qu'on fait. Right. And, regarde, imagine, toi, tu as lancé autour de Marie, les gens, toi, dans ta tête, est-ce que les choses se sont exactement passées comme tu avais prévu? Non, pas du tout. Alors, oula, non, pas du tout. Parce que moi, quand je crée autour de Marie, à la base, autour de Marie, c'était, je voulais en fait, parce que moi j'adore la décoration, j'adore tout ce qui est design d'intérieur et ça. Donc à la base, je voulais mettre sur une même plateforme des designers sur une même plateforme pour qu'on mette en avant le design africain. C'est ça autour de Marie à la base. D'accord? En tout cas, dans l'idée. Ensuite, je me suis dit, mais en fait, utilise ce que tu as déjà. Tu connais le tourisme, tu sais organiser des business, enfin, tu sais organiser des voyages, donc utilise ce que tu as. Donc, quand on crée autour de Marie, au départ, c'était vraiment accompagner les gens à découvrir le Sénégal autrement. Donc, grâce à des expériences culturelles. Parce que moi, j'aime beaucoup ce qui est autour de la culture. Et pour moi, en fait, tu ne peux pas entreprendre si tu ne connais pas trop ta culture. Bref, donc j'ai commencé par ça. Et ensuite, les opportunités sont arrivées et j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'entrepreneurs qui voulaient entreprendre. Donc je me suis dit, bon, est-ce qu'on ne va pas coupler? C'est-à-dire qu'on va accompagner les entrepreneurs, mais avec toujours une partie culturelle quand ils arriveront ici. Donc nous, quand on arrive ici, il y a une partie culturelle, toujours. Et ça, c'est un peu la signature d'Autour de Marie, qu'on ne voit pas chez d'autres incubateurs. Donc c'est comme ça qu'on a démarré, en fait. Ouais, c'est comme ça qu'on a démarré. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, je ne crois pas. Qu'est-ce que tu m'as demandé? Dans un premier temps, non, oui, bon, tu as répondu, parce que je t'ai demandé, est-ce que ça s'est prévu exactement ça s'est passé exactement comme tu l'avais prévu? Parce que toi, au début, tu avais fait c'est-à-dire tu avais pris l'ensemble de tes expériences. Ouais. Déjà, tu as travaillé dans les voyages, tout ce qui est voyage, événementiel, business, etc. Tu en as fait quelque chose, c'est-à-dire tu as créé un business autour de tout ce que tu as, toutes tes expériences en fait. Et au final, tu t'es pas trop éloigné, mais tu as fait un petit pivot. Et ouais, j'ai pivoté. Et pour revenir sur ce que tu dis, de manière précise, même quand j'ai créé Autour de Marie dans le business, en fait, un business, ça change tout le temps. Au départ, on a une idée, on essaie, on teste, on voit que ça marche pas trop bien, ou alors il y a des choses à modifier, et ça modifie forcément le business model. Donc au départ, effectivement, on était parti sur une immersion de 10 jours. On a vu que c'était trop court. On a vu que c'était lourd pour nous. Pour le staff. Donc finalement, on est parti sur un accompagnement business sur 6 mois. On est passé de 10 jours à 6 mois. Tu vois? Donc, mais ça, c'est parce que c'est pour ça que je dis toujours aux entrepreneurs, arrêtez de vouloir démarrer quelque chose qui est tout prêt. Commencez en fait. C'est quand vous allez commencer que vous allez au fur et à mesure modifier. Autour de Marie, on est encore en train de le modifier. Il y a d'autres programmes qu'on a, parce qu'en fait, un entrepreneur, il répond à un besoin. Un entrepreneur ne fait pas du business pour lui. Il est au service de l'autre. Donc, quand vous commencez à mettre un pied l'un après l'autre, vous voyez très bien que des fois, il y a des problématiques que vous ne réglez pas dans votre industrie ou peu importe. Donc, forcément, votre business model, il change. C'est logique, en fait. Tout à fait. Hein. Et pour toi, est-ce que c'est... qu'est-ce que tu recommandes? Je vais poser la question d'une autre manière. Est-ce que tu recommandes de démarrer un business avec beaucoup d'argent
Ou bien, voilà quoi. C'est-à-dire, quelle est la bonne somme pour démarrer un business? 1 million d'euros, 10 millions d'euros? Il n'y a pas de formule magique. Yes. Et puis ça dépend, c'est quel business. Moi, je fais du service. Moi, j'ai démarré avec zéro. Quelqu'un d'autre va, je sais pas moi, créer une application, il va devoir investir. Ça dépend du business. Mais en réalité, commencer. Peut-être même celui qui veut créer une application, il y a peut-être quelque chose qu'il peut mettre en place avant de créer l'application. Parce que pour créer l'application, il faut qu'il comprenne son client. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'il faut mettre avant? Donc, il faut toujours commencer par quelque chose de tout petit pour pouvoir après parfaire. Je pense qu'il n'y a pas de formule magique. Après, tu peux être un jeune héritier, tu as de l'argent et tu démarres avec ton argent. Enfin, il n'y a pas de formule magique. Ok. Regarde, même s'il y a beaucoup d'argent disponible, aujourd'hui, si tu veux démarrer un business et que tu as à ta disposition, bon, peu importe le business, quoi, tu as à ta disposition, je ne sais pas, 1 million d'euros, est-ce que tu démarrerais avec ces 1 million d'euros là? Non. Pourquoi? C'est trop risqué. Mais j'entends souvent les gens dire, oui, entreprendre, c'est prendre des risques. Non, mais oui, on est d'accord. Entreprendre, c'est prendre des risques, mais faut pas aller se suicider non plus. Carrément. On est d'accord. Yeah. Non, mais ça, en fait, tout dépend de l'activité. Yeah, risque calculé. Risque calculé quand même. Carrément. Parce qu'après, je vois, moi, je suis tout à fait en phase avec toi quand tu dis, sur beaucoup de choses, hein, quand tu dis, nous, on ne promet pas de, oui, tu vas faire 10 000 euros en une semaine. Grave, les gens qui disent ça. Et arrêtez de croire ça, c'est pas vrai. Non, mais si vous saviez. C'est pas vrai. Tu fais 1 million d'euros en, je sais pas. Ils promettent des résultats. N'importe quoi. Waouh. Les pubs que vous voyez passer là, c'est pas vrai. Il n'y a pas ça dans le business. Et moi, je vois des gens promettre des résultats, etc. C'est comme si c'est eux qui allaient travailler derrière, en fait. Mais toi, comme tu l'as dit, tu donnes les outils. Je donne les outils. C'est la personne qui appuie sur le bouton. Ah ouais, moi je le dis dès le départ, quand on commence les programmes, je le dis, il faut que ça soit clair. Moi, je ne suis pas magicienne. Carrément. Ça c'est clair. Et comme tu l'as dit aussi, il y a énormément de messages. Je pense que les gens devraient faire très attention à ces messages-là. Oui, entreprendre, c'est prendre des risques, etc., qui ne risquent rien. Oui, on est d'accord. Si, on prend des risques. Mais quand on prend des risques calculés quand même. On n'y va pas à tête baissée en fait. Effectivement. C'est de la stratégie. Le business, c'est que, toi, tu sais mieux que moi. Le business, c'est uniquement que de la stratégie. Enfin, pas uniquement. Bon. Il y a beaucoup de stratégie. Il y a beaucoup de mindset. Yeah. Non, en fait, je crois que c'est 90% de mindset et 10% de stratégie. Tout est dans le mindset. Toi, quelles sont les différentes étapes, les différentes expériences qui ont vraiment impacté ton mindset? Ou qui t'ont vraiment permis de réfléchir autrement, etc. Qu'est-ce qui a changé? C'est-à-dire, depuis que tu as commencé à être dans la vie active, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que déjà, j'aimerais savoir, est-ce que le plus gros changement pour toi, c'est les chiffres dans ton compte bancaire ou c'est la personne que tu es devenue aujourd'hui? Pour toi, c'est quoi les changements les plus importants qui se sont opérés dans ta vie? Alors moi, il faut savoir que je suis quelqu'un, si je ne suis pas dos au mur, je n'avance pas. Je fais partie de ces gens-là, déjà. C'est-à-dire, et concrètement, quand tu dis que je ne suis pas dos au mur, je n'avance pas, qu'est-ce qu'il faut, c'est-à-dire, il doit se passer quoi dans ta vie pour que tu puisses avancer, quoi, pour que les gens puissent comprendre? Parce que quand tu me dis ça, je te comprends parfaitement, quoi. Et Mohamed qui est là, il comprend, quoi. Déjà, quelles sont les expériences qui t'ont mis dos au mur et qui t'ont permis d'avancer? Déjà, quand j'ai entrepris ici au Sénégal,
Alors, pour que je puisse avancer, j'ai démissionné. Si je n'avais jamais démissionné, je ne me serais jamais lancée déjà. Et c'est-à-dire en démissionnant, là tu sais que ok, il n'y a plus de rentrée Il n'y a plus de d'argent. rentrée d'argent. Il faut que ça marche de l'autre côté. Ouais. Il faut que je fasse tout Ouais, possible pour que ça clairement. marche de l'autre Ouais, côté, ouais. parce que si ça ne marche pas de l'autre côté, Ouais, ouais. c'est chaud. Oui, clairement. Yeah. Donc il y a eu ça. Il y a eu. Ben, je crois que mon divorce aussi m'a beaucoup poussée. Ouais. Je pense que mon divorce a été même ça a été le déclencheur. Le déclencheur. Ouais, clairement. Parce que je rentre à Paris, vous vous rendez compte, je rentre à Paris, j'ai jamais travaillé de ma vie en France. Je rentre avec mes 2 enfants. Donc là, en fait, c'est un pan de ma vie qui bascule et il faut que j'avance. Et tu n'as pas le choix parce qu'il y J'ai pas le choix. les 2 gosses Il y a qui les sont 2 là. petits, j'ai pas le choix. Donc, et puis je rentre bredouille, quoi. Tu vois, je rentre. Wow. Tu sais, à l'époque, quand je dis je vais au Sénégal, tout le monde me dit mais toi là, tu vas faire quoi au Sénégal? C'est en 2007. Donc ouais, à l'époque, entreprendre en Afrique, c'était en 2007. Qui entreprenait en Afrique? Quelle diaspora venait entreprendre en Afrique? Ok. Donc moi, quand je décide de partir, tout le monde me dit mais tout le monde attend que je me casse la figure en fait. Donc quand je reviens à Paris, bah, c'est la claque. Donc, il faut faire face. Donc c'est pour ça que je dis que c'est ce retour à Paris, je pense, qui a fait celle que je suis aujourd'hui. Yeah. Et moi, ça m'a parlé quand tu parlais de dos au mur. Ouais. C'est-à-dire, moi, je suis arrivé à un niveau où, c'est-à-dire, je crée des situations où je suis obligé d'avancer. Même si je n'ai pas ce genre de situation, Il y a des gens comme ça. Je crée des situations où je suis obligé d'avancer. Par exemple, je peux avoir un deal qui me permet d'avoir de l'argent, etc. Je me débarrasse de l'argent pour ne plus avoir d'argent. Et là, je sais que si je veux, je dois recréer de l'argent. C'est ça. Si je veux gérer mes nouvelles charges, en fait. En fait, c'est des différents profils. Moi, c'est des choses que j'ai apprises, en fait. Il y a des différents profils, en fait. Et c'est bien, en fait. Et c'est ça qui est bien. C'est qu'avant d'entreprendre, quand tu sais tu es quel profil, en fait, c'est beaucoup plus facile d'avancer. Parce que tu ne vas pas t'auto-flageller en disant « Ouais, moi, je suis peut-être moins bien qu'un autre. » Yeah. Okay. C'est juste que c'est ton fonctionnement, en fait. Et si tu l'as compris, tu avances avec. Tu enlèves ce qu'il y a de mauvais, parce que dans ce que tu fais, il y a toujours un bon côté et un mauvais côté. Qu'est-ce qui fait qu'on est dos au mur? C'est peut-être parce qu'on est beaucoup plus efficace. Donc, utilisons ça. Mais il y a un côté aussi où on fait peut-être les choses toujours à la dernière minute. Yeah. Et ça, c'est pas bon. Et donc, il faut comprendre pourquoi on fait des choses à la dernière minute. Et ça, c'est un fonctionnement qu'on a en interne, qui nous est propre, qu'il faut comprendre, en fait, pour être un excellent entrepreneur. Je ne dis pas que je suis excellente entrepreneuse, mais je me comprends. Donc, il y a des choses que je fais, je sais comment me gérer, en fait. Yeah. Est-ce que tu peux nous parler de quelques différents profils qui ressortent en général chez les entrepreneurs? Alors, tu as le fait vite, tu as le dépêche, tu as le profil, comment on appelle ça? Fait plaisir. Tu as le profil, comment il s'appelle ce profil-là? Regarde, tu peux juste nous parler des caractéristiques, hein, si tu veux. En fait, c'est même pas lié à l'entrepreneur, c'est vraiment lié à ta personne. Ouais. C'est même pas. Parce qu'il y a des profils d'entrepreneurs. Par exemple, il y a un test que je fais qui s'appelle le RIASEC, que les RH utilisent. D'accord? Donc, c'est soit tu es réaliste, investigateur, artiste, social, entreprenant et conventionnel. Donc ça nous permet en fait de savoir quels sont tes soft skills. Yeah. D'accord? Après, il y a des modes de fonctionnement qui sont propres à ta personnalité. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois entrepreneur ou pas. Tu vois? Tu as des profils qui sont ils veulent faire plaisir. Tu vois, les faits plaisir. Il y a un bon côté, il y a un mauvais côté des faits plaisir. Tu vois? Il y a des gens, il y a des profils, des dépêche-toi. Tu vois? Donc ça, c'est des scoring. Il se comporte comment? Les dépêche-toi. Alors les dépêche-toi, c'est souvent des enfants qu'on a bridés quand ils étaient petits. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est des enfants qui
soit c'était des grands rêveurs, c'est des gens qui prenaient leur temps, en général, parce que tout vient de l'enfance. Hein. C'est des gens, quand ils étaient petits, logiquement, c'est des gens, quand ils étaient petits, ils se dépêchaient pas, en fait. Ils prenaient tout leur temps. Et c'est des parents qui ont toujours dit à ses enfants, dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Donc, en grandissant, ils pensent que se dépêcher, c'est bien. Alors que c'est pas vraiment leur vraie nature. Tu comprends? Yeah. Parce que quand on est petit, on cherche l'approbation de son parent. D'accord? Pour nous, en fait, quand un parent nous dit c'est bien, comment dire? On cherche l'amour d'un parent quand on est petit. Tout ce qu'on fait, c'est parce qu'on veut l'amour de son parent. Yeah. Donc, quand un enfant qui prend son temps le matin, par exemple, on lui dit dépêche-toi, 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 pour lui, en fait, quand il va se dépêcher, il va faire plaisir à son parent. Donc, c'est un mécanisme qu'il va avoir quand il sera plus grand. Mais ce n'est pas un mécanisme qui est naturel chez lui. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois très bien. Et donc, il y a plusieurs profils comme ça. Il y en a 5. Il y a plusieurs autres profils. Yeah. Et du coup, ça permet de comprendre pourquoi on se comporte comme ça à l'âge adulte. Toi, dans ton incubateur, est-ce que tu travailles qu'avec des gens de la diaspora? Mes clients? Oui. Ouais, D'accord. essentiellement. Donc, désolé pour ceux qui sont là. Donc, pour ceux qui sont dans la diaspora, il y en a quelques qui nous suivent. Ça, c'est des outils qui sont super importants. Donc, il ne faut pas hésiter à aller intégrer les groupes de retour de Marie. Finalement, toi, tu entreprends pourquoi? Pour l'argent? Tu veux faire du social? Peut-être. Non, j'entreprends pour impacter. L'argent vient. De toute façon, l'argent, c'est une conséquence. D'accord? Quand tu arrives à impacter les gens que tu accompagnes, forcément, tu auras de l'argent. Yeah. Donc, quand tu arrives à servir ton client, forcément, tu vas recevoir de l'argent. Yeah. Donc, moi, je n'entreprends pas pour de l'argent. Yeah. Donc, c'est-à-dire, toi, tu es focus sur ce que tu délivres. Sur ma mission. Sur ta mission, sur l'impact. Ouais. Et tu sais que naturellement, ça va venir, quoi. C'est-à-dire que le monde n'est pas assez ingrat pour ne pas, c'est automatique, en fait. Yeah. J'aime bien cette approche. Ça prend le temps que ça prend, par contre, ça peut prendre du temps. Mais moi, en fait, la plus grande satisfaction que j'ai, c'est quand j'arrive à accompagner des personnes dans une transition de leur vie. Parce que partir de la France, quitter un job, venir au Sénégal avec toute sa famille et entreprendre, c'est un vrai parcours du combattant. Carrément. Et en général, c'est quoi les challenges quand on fait un job en France et qu'on veut s'installer ici en Afrique en tant qu'entrepreneur? Les challenges, c'est déjà si on est employé en France, c'est déjà d'arrêter son travail, de venir, de s'adapter, de comprendre les codes. Je pense que c'est des vrais challenges. Ouais, y a-t-il un bon moment pour arrêter le travail? Oui, je pense, parce que ça se calcule quand même. Entreprendre, oui, c'est des risques, mais bon. Non, je pense que... Bon, moi, j'ai pas fait comme ça, mais ne faites pas comme moi. Avec du recul, j'aurais peut-être pas dû faire comme ça. Mais je pense qu'il faut mettre beaucoup d'argent de côté avant de décider d'entreprendre. Yeah. J'ai vu énormément de Sénégalais de la diaspora qui sont venus s'installer et puis qui ont regretté et puis qui sont partis. Ouais. Et ils ont regretté et dans le regret, je remarque qu'ils accusent beaucoup le marché. Ouais. Oui, le marché ici, les gens, etc. Finalement, à qui la faute? Est-ce que c'est le marché? Non, c'est à l'entrepreneur. Il ne s'est pas préparé. Il faut se préparer quand on rentre au Sénégal, même quand on est natif du Sénégal. Parce qu'en fait, il suffit juste qu'on soit parti de 10 ans, 15 ans, 20 ans, on les oublie les codes. Yeah. On oublie même,
on intègre en tout cas la culture d'où on vient, enfin la culture française, si on a été en France. Donc en fait déjà à la base, je pense qu'il faut vraiment enlever la casquette quand tu arrives à l'aéroport là. Il faut enlever la casquette de France et remettre la casquette sénégalaise. C'est important et ça se prépare, un retour ça se prépare. Yeah. Parce que déjà, il y a autre chose que je pense que beaucoup d'entrepreneurs ne prennent pas en compte. Ils peuvent mettre de côté peut-être beaucoup d'argent, mais l'argent que tu as mis de côté là, tu l'as mis de côté en tant que professionnel. Et maintenant, tu veux faire une activité en tant qu'entrepreneur. Déjà, même en restant en France, tu veux quitter un job en tant que salarié et tu démarres une activité en tant qu'entrepreneur, il va y avoir des différences. Exactement. Déjà, donc il y a une transition entre deux profils et tu as une transition entre deux mondes. Entre deux pays, deux mondes. C'est vraiment deux mondes différents et puis la gestion des budgets ne sont pas les mêmes. Enfin, tu sais, il y a tellement de choses qui sont différentes. L'environnement n'est pas le même. Quand tu arrives, surtout quand tu es né au Sénégal et que tu reviens, peut-être que l'environnement a des attentes par rapport à toi. Il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte en fait. C'est pas juste dire je veux entreprendre. Parce qu'entreprendre c'est un parcours de vie en fait finalement. Tu parlais de gestion de budget tout à l'heure. Ouais, en fait, quand tu arrives à Dakar, tu sors ton 10 000 là, en une journée c'est terminé, tu comprends pas. Est-ce que tu sors 15 € comme ça, d'un claquement de doigts en France? Non, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu arrives avec tes enveloppes là, c'est un autre. C'est autre chose en fait. Et puis des fois, tu veux venir aussi avec ton niveau de France. Tu veux l'amener au Sénégal. Il faut avoir les moyens de sa politique. Et quand tu dis niveau de France, le niveau de France, c'est, je sais pas, c'est ton standard de vie. Ton standard de vie en fait. Yeah. Tu vois que tu veux venir faire un copier-coller ici. C'est pas possible en fait. Donc non mais ça se prépare vraiment, ça se prépare. Et puis des fois il y en a aussi ce qu'ils font, c'est qu'il y en a un qui part si c'est un couple, il y en a un qui part qui ouvre le chemin pour la famille. Ça je pense que ça peut être intéressant. Il y en a un qui part et l'autre qui reste. Ça peut être intéressant. Après ça dépend de chacun, mais carrément. Donc pour venir s'installer là, il faut se préparer, il faut mettre de côté des sous. En général, quand on vient en Afrique et que voilà quoi, quand on vient de la France, etc., et qu'on vient s'installer en Afrique, en général, pour toi, quelles sont les choses auxquelles il faut faire très attention si on veut s'en sortir? Je pense que les charges, parce que l'école coûte. Déjà l'école, si tu calcules rien que l'école déjà, c'est un budget. Ça coûte plus cher qu'en France? Mais nous on ne paye pas d'école. Ah bon? En France. Bon, ici c'est vrai qu'on a l'école publique, mais bon, après. Ouais, enfin, voilà. C'est devenu compliqué quoi. Même si je resterai convaincue que l'éducation en France n'est pas meilleure qu'au Sénégal, mais l'éducation du Sénégal se paye. Les écoles se payent, donc il y a ça, il y a. Quand tu arrives, il faut avoir un moyen de transport, parce que si tu commences à prendre des taxis, ça va être compliqué. Moi, je l'ai dit un jour, j'ai dit que, guys, c'est pas possible. I'm telling you, ne pas avoir un véhicule, c'est plus cher qu'avoir un véhicule. Ouais, je pense qu'il faut avoir son propre véhicule, surtout quand on est dans une France où le transport en commun est très fluide. Ici, effectivement, on a le BRT qui est arrivé, etc. Mais on n'est pas encore au niveau de la France, donc on a peut-être des exigences qui sont peut-être pas les mêmes, donc je conseille aux gens de venir avec leur véhicule, ou en tout cas d'acheter un véhicule. C'est possible. Si possible, dans la mesure du possible. Après, l'hébergement, on a la possibilité depuis Paris d'avoir accès à des programmes immobiliers. Est-ce que ce ne serait pas intéressant aussi de commencer à investir dans des appartements, dans des maisons, ou commencer à construire aussi? Ça peut être intéressant. Ça se prépare dalle. Oui, oui. Par rapport à l'environnement, à l'écosystème entrepreneurial, quelles sont les différences qu'on a ici par rapport à la France? Ici, c'est vraiment une histoire de réseau.
En fait, c'est simple. Ici, si tu n'as pas de réseau, tu n'as rien. Donc, je pense que même quand vous venez au Sénégal, je pense qu'il faut commencer à rentrer dans les réseaux. Yeah. C'est important. Et qu'est-ce que bon, toi personnellement, qu'est-ce que les réseaux t'ont permis d'avoir ici en fait? Ben, en fait, moi, le réseau, ce que ça m'a permis, c'est d'avoir comment dire, la couleur locale. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aime bien que les choses soient concrètes. Effectivement, moi, j'ai passé 10 ans de ma vie ici, ok, mais il y a des secteurs que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas. Donc moi, mon réseau, en fait, il me permet en fait de savoir exactement ce qui se passe sur le terrain. Par exemple, dans la grande distribution, ça peut être dans le transport, ça peut être, je sais pas moi, dans le tourisme. Bon, moi, je le connais, mais voilà, dans toutes les industries, c'est toujours bien d'avoir des personnes aux ressources qui sont là pour te dire attention Marie, tu accompagnes telle personne, mais attention, attention ça. Mon réseau, en tout cas, me sert beaucoup à ça. Et c'est pour ça que nos programmes d'incubation sont très, très précis. Yeah, carrément. Parce qu'on a des mentors sur beaucoup de secteurs ici qui nous accompagnent et qui accompagnent nos porteurs de projets. Qu'est-ce qui t'arrive d'avoir des participants qui veulent lancer un business à partir de la France, c'est-à-dire piloter le business à partir de la France? Oui, c'est pour ça qu'on a créé un programme, enfin non. Je ne suis pas très fan de piloter à distance. Par contre, ce que je préconise, c'est de se préparer, vraiment en termes de business. C'est pour ça qu'on a créé un programme qui s'appelle Start Your African Dream, qui te permet en fait de vraiment préparer, de faire ton business plan, de vraiment comprendre l'écosystème, de te poser les bonnes questions, c'est quoi la cible, etc. etc. Ça, c'est vraiment pour te préparer. Ensuite, pour ce qui est de l'immersion, en fait, il faut venir pour tâter le terrain. Concrètement. Carrément. Et pourquoi tu n'es pas trop fan je suis pas fan du business. Non, je suis pas fan du business à distance. Je suis pas fan. Après, ça dépend des. Non, en fait, ça dépend des. Ça dépend des. Si tu fais du e-commerce, tu peux. Mais des business de service, des business, il faut que tu sois là. Enfin, je vois pas comment tu peux faire ton truc à distance en fait. Moi, je connais énormément de gens qui ont lancé des gens. Mais on a vu tous nos parents faire ça. Moi, j'ai vu ma mère faire ça. J'ai vu mon père faire ça. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas, c'est compliqué parce qu'il y a, comme tu le disais, il y a l'aspect humain. Il y a l'aspect humain qu'on ne maîtrise absolument pas. En Afrique, c'est compliqué. Donc même moi, je me rappelle quand j'ai créé, quand j'ai repris la structure de nettoyage. Mais on me truandait de droite à gauche en fait. Et pourtant j'étais sur place. J'étais sur place et puis tu ne voyais pas. Je ne voyais pas en fait, parce que je ne comprenais pas. Déjà, je voyais des gens qui prenaient des chantiers en dessous, enfin, ils prenaient des chantiers derrière nous en fait. Mais moi je le vois, je le connais, je ne sais pas moi. Il y a des comme à l'époque, je ne connaissais pas. J'ai regardé une interview, je pense que c'est Nana Wax, etc. Elle disait qu'il avait lancé une boutique. En fait, la boutique ne marchait pas, mais en fait, ça marchait pour la personne qui gérait. Mais oui, mais elle a raison. Mais moi, c'est ce qui s'est passé. Et tu te retrouves, des fois, tu as besoin d'avoir, enfin, tu envoies un laveur ou ton employé quelque part sur un chantier, tu te rends compte que, déjà, les produits que tu lui as donnés, tu te rends compte qu'il y a un problème, soit il a bu le truc, soit déjà il y a un problème. Tu te rends compte que la personne pour un chantier qui dure 1 heure, le gars il met 3 heures. Après on vient, on te raconte des. Ouais. Même les produits de nettoyage, ils vont te surfacturer ça, ils vont te dire que. Exactement. Je sais pas, les lave-vitres vous coûtent 1500 alors que ça coûte. C'est ça, donc tu vois, rien que ça. Si tu n'es pas sur place, tu ne connais pas le prix des produits. Enfin, pour moi, c'est même pas possible. En fait. Mais I'm telling you, c'est malheureusement ça, hein, et raison pour laquelle je te dis, même nous qui sommes ici, etc., pour certains produits, etc. Après, tu te rends compte que c'est mieux que tu achètes tes propres produits et que tu mets sur place, tu fais acheter tes propres. Voilà, tu mets tes propres produits. Le prestataire, il vient, il fait ce qu'il a à faire. Mais sinon, pour l'achat de certains produits, tu confies ça au prestataire. Après, c'est compliqué. Non, non, on a eu des
des choses extraordinaires. Et pour toi, pourquoi est-ce que c'est le bon moment de venir, de lancer son business en Afrique? Mais parce que l'Afrique, là, c'est the place to be. Enfin, je veux dire, on ne parle que d'Afrique aujourd'hui. Et cette lancée-là a commencé depuis quelques années et c'est vraiment un appel que je lance. Si les gens veulent se lancer, il faut venir maintenant. Il ne faut pas attendre dans 10 ans. Parce que j'entends des gens qui me disent des projets dans 5 ans. Je dis, mais vous là, dans 5 ans, dans 10 ans, c'est gâté en fait. Carrément. C'est aujourd'hui. En fait, ce qui est génial, c'est que quand on arrive, en tout cas pour le cas du Sénégal, il y a des problèmes dans chaque coin de rue. Qui dit problème dit solution. Qui dit problème dit business. Et aujourd'hui en France, tout est déjà lisse, tout est déjà fait, tout est déjà. Il n'y a rien à apporter de plus en fait. Et nous, la chance qu'on a eue, c'est qu'on a fait des études en France, on a une certaine expertise, une certaine manière de faire qu'on doit absolument ramener ici en fait. Et pas ramener en tant que colon ou je sais pas quoi, mais vraiment ramener en tant que on travaille avec des personnes qui sont sur place ici pour travailler ensemble en fait. Pour moi, c'est important que les personnes de la diaspora se mettent en tête que sans les gens du Sénégal, ils ne pourront pas bosser en fait. C'est pas eux tout seuls qui vont amener la solution. Ils vont amener une partie de la solution, mais en réalité, la vraie solution, c'est les gens d'ici qui l'ont parce qu'ils connaissent le marché, ils savent comment ça marche, ils ont les codes, ils vivent ici. Enfin, voilà. Carrément, ce que tu dis déjà pour le fait que tout soit déjà fait en Europe, regarde, même d'après les chiffres, etc., l'Europe va vers côté croissance vers une croissance nulle. Exactement. Et ça, c'est le cycle naturel des choses. Quand tu arrives à un certain niveau et que tout est déjà fait, tout est déjà... vous arrivez à un certain niveau, mais on peut prendre de manière concrète, oui, je veux me lancer dans l'immobilier. Peut-être la construction de moins en moins, mais aujourd'hui, peut-être ce qui marche le plus peut-être dans ce domaine-là, c'est la décoration intérieure, parce qu'il n'y a même plus d'espace à construire dans les grandes villes en Europe. Exactement. Mais là, même tu vas en ville, en centre-ville, il y a des coins où il y a des terrains nus. Ah, tout à fait. Donc, peu importe le domaine, il y a des choses à faire. Et le truc qui est intéressant avec vous, qui êtes dans la diaspora, qui avez fait certaines études, etc., c'est que vous pouvez voir des choses qui marchent déjà et vous avez la possibilité de venir les adapter ici. C'est ça, en fait, le truc avec les voyages. Les adapter, c'est important. Je rebondis sur ce que tu dis, les adapter. Et non pas forcément venir faire du copier-coller, parce que ça ne marche pas. Les adapter. Carrément. Et c'est ça l'avantage de voyager un peu. Mais regarde, c'est vrai. Même quand je dis voyage, même quand tu es à Dakar, et que tu vas dans un village ou bien dans une région du Sénégal, toi qui es à Dakar et qui vois certains business marchés ici, en allant dans certaines zones du Sénégal, tu te dis, mais il n'y a personne qui fait ça, alors qu'il y a le besoin qui est là, il y a des gens qui peuvent payer pour ça ici. En fait, ce que tu dis, c'est tellement vrai, parce que là, je reviens de Casamance, et je vais visiter je parle avec une dame, et elle me dit qu'elle fait... la transformation de mangue. Donc je vais voir ce qu'elle fait. Et en fait, je lui dis, mais avec toutes les mangues qu'il y a ici, en fait, elles vont pourrir. Mais le tardo de compote ou confiture, et en fait, elle n'avait pas... Tu vois ce que je veux dire? Elle n'avait pas vu ça sous cet angle-là. Et c'est vrai que nous, en fait, on vient peut-être avec effectivement des concepts, des choses innovatrices que les gens d'ici ne voient pas, en fait. Tu vois, mais comme tu le dis si bien, même quand on passe d'une région à une autre, des fois on voit des choses... Même les gens de la diaspora, en venant au Sénégal, je pense qu'il ne faudrait pas se limiter à Dakar. Clairement. Il y a des opportunités. Il y a des opportunités. Moi, franchement, je reviens de Casamance, il y a trop de choses à faire, en fait. Et c'est la même chose, la même logique. En l'appliquant, c'est-à-dire parce que, quoi qu'on dise quand même, le Sénégal a peut-être un peu d'avance côté développement par rapport à d'autres pays de la sous-région. Tu vas dans d'autres pays de la sous-région,
tu peux voir des trucs, Clairement. des idées, etc. Ou bien des idées qui peuvent marcher au Sénégal. Mais par rapport à la mangue, moi ici, je ne vois pas beaucoup de mangue séchée. Ben, justement, elle fait des mangues séchées. Tu as vu? Elle fait des mangues séchées, mais en À fait, Dakar, qui en fait? ouais, Il n'y en a pas beaucoup. il y en a pas, mais elle en fait. Tu as vu? Elle en fait. Et c'est intéressant. En fait, la mangue, enfin, il y a tellement de choses à faire avec ça. Suchet, Ndir, tu vas dans la sous-région, mais les gens, ils en font du lait de suchet, etc. Pas mal de choses. La transformation, c'est. Mais la transformation. Ouais. La transformation, il y a énormément de choses qu'on peut faire. Donc, je disais tout à l'heure que l'Europe va vers une croissance nulle, sachant qu'ici, il y a tout est à faire. C'est-à-dire, pour nous, c'est vraiment facile que des pays comme le Sénégal fassent des croissances à 2 chiffres. 2 chiffres, clairement. Mais il n'y a rien qui te choque quand tu regardes le paysage économique ici, les acteurs, etc. Il n'y a rien qui te choque. Quand tu vois les vrais acteurs qui sont en train de se faire de l'argent ici. Non, mais les gens se font beaucoup d'argent, en fait. Les gens se font beaucoup d'argent. Par rapport à, c'est-à-dire aux nationalités qui sont là, qui sont en train de faire de l'argent, il n'y a rien qui te choque. Mais tu sais que quand je suis allée en Casamance, c'était sur quelle île? Je ne sais plus c'est quelle île. Je ne sais plus. Bref. Et en fait, ils faisaient de la culture de requins, je crois. Séché. D'accord. Tu vois. Et je crois que c'est les Ghanéens qui viennent. Ouais, les Ghanéens, c'est les Ghanéens. Les Ghanéens sont sur cette île, mais ils ont vraiment pris d'assaut toute l'île. Tu as plein de Ghanéens qui viennent pour ce business-là. Là, en fait. Yeah. Et tu sais, je ne sais pas si tu connais la plupart des business qui marchent ici. Ouais. C'est à qui? Regarde, la Bruges d'Or, pour toi, c'est à qui? L'usine Kiren, les grands hôtels, pour pas mal de grands hôtels. Ouais. C'était Libanais. Les Libanais. Ils sont là. Et après moi, derrière, il y a énormément de gens. Après moi, j'ai ma propre conception de ça, quoi. Ah oui, c'est aux Libanais, etc. Mais Oui, les Libanais, ils travaillent. Quand ils sont venus, ils ne sont pas venus avec des milliards. Ouais. Quand je discute avec des gens, des Libanais qui ont réussi, qui sont là à Dakar, c'est des gens qui se sont intéressés. Il n'y a pas plus sénégalais que I'm telling you. Ils te parlent du très bon rôle. Voilà. Et guys, quand ils te racontent leur parcours, ils te disent, moi j'ai eu à échanger avec pas mal de milliardaires libanais qui sont là. I'm telling you, ils te disent que, regarde, moi quand je suis venu, mes grands-parents, ils étaient à Kaolack. Kaolack, ouais. Poisson, on faisait du business de poisson fumé, guedji, ketchak. C'est-à-dire, tu vas en Casamance, tu vas à Kaolack, etc. Tu prends des choses. Tu viens même pas les vendre à Dakar. Tu vas vendre ça à Bourg. Et nous qui sommes ici, on est là. On choisit quoi? Oui, on choisit. On choisit. Oui, moi j'ai une licence, j'ai un master, j'ai un doctorat. Je ne peux pas faire ce genre de job-là. Et puis à côté, il y a quelqu'un qui vient, qui ne sous-estime aucune activité et qui, petit à petit, c'est-à-dire qui est patient. Parce que nous, on se dit, je ne sais pas, on se dit que ok, si je dois me lancer, il faut que je me fasse rapidement des millions, quoi. Non, si c'était ça, on n'allait pas être là à faire des podcasts, on allait être là. Non. On allait être dans d'autres pays, on allait voyager dans notre jet privé, n'est-ce pas? C'est petit à petit. C'est ça, petit à petit. Moi personnellement, j'ai même les trucs de financement là, j'ai jamais pris de financement ni rien du tout. Pourquoi? Parce que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est d'abord une aventure personnelle. Personnelle, donc clairement. Je dis toujours que l'entrepreneuriat, c'est une voie de développement pour le continent, mais c'est d'abord une voie de développement vers soi-même. Yeah. Ah ouais. Et vous voulez être entrepreneur là, bon courage. C'est-à-dire que vous allez vous challenger, voir des parties de vous que vous n'avez jamais vues. L'entrepreneuriat, c'est magique. Alors, est-ce que depuis que tu as commencé, il y a de nouvelles habitudes que tu as adoptées? Est-ce que tu peux nous partager ces nouvelles habitudes-là? Ouais, ma compta. Ma compta, c'était un vrai problème avant, ma compta. Il y a ça.
Et quand tu dis le problème, c'est quoi concrètement? Non, c'est quand tu laisses quand tu laisses ta compta trop longtemps, là, après, c'est compliqué de tout rattraper. C'est-à-dire, ok, ouais, tu notes pas quoi, tu ne suis pas au jour le jour. Je ne suis pas au jour le jour, bon, même si on a un comptable maison, mais je ne suis pas au jour le jour, les factures, enfin, tu vois, tous ces trucs-là. Donc ça, j'ai appris à le faire de manière très régulière. Quelle est l'importance d'être régulier avec sa compta? Avec la compta? Mais après, il y en a trop. Il y en a trop et en fait, tu fais des dépenses, tu ne sais plus quelles dépenses tu as fait. Enfin, il faut vraiment le faire au fur et à mesure. En fait. Les factures aussi de tes clients, si tu attends. Moi, je me rappelle, j'attendais des fins de mes cohortes pour faire toutes les factures, mais en fait, il faut les faire au fur et à mesure. Toute la partie administrative, il faut être vraiment très régulière. Le sport, je pense que le sport, c'est important. Le sport, c'est important pour pouvoir se dépenser et penser à autre chose. Le sport, c'est important. Les gens vont te dire qu'il faut se réveiller tôt le matin, faire ses activités. Moi, je suis une meuf de la nuit. Tout se passe la nuit. Je dors la journée, mais je suis plus active le soir. Ça, c'est pas une habitude que j'ai changé. Je suis toujours quelqu'un de la nuit. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Les habitudes. Continuer à discuter avec les gens, je pense que c'est important. Continuer à aller voir les gens, à aller prendre de l'expérience, un peu comme ce qu'on fait aujourd'hui. C'est important. Parce que des fois, quand on a une activité, on est trop dans l'activité et on se détache en fait des événements, d'aller voir ce qui se passe chez les autres. Je pense que c'est important, il faut le garder. Quelle habitude? Voilà. Est-ce que quand tu démarrais ton aventure, est-ce que tu as eu des gens qui n'y croyaient pas, ou bien est-ce que tu as compté sur des gens qui finalement ne t'ont pas assisté? Quand tu dis non, Non, j'ai jamais eu de gens qui m'ont lâché. D'accord. Donc, c'est-à-dire que tu as eu le support de toutes les personnes sur qui tu comptais. Ouais, vraiment. Tu as de la chance, toi. Ouais, parce que les gens, souvent, ils vont te dire... J'entends beaucoup de gens qui ont ces... Mais franchement... Toi, tu n'as pas eu ce souci? Non, j'ai pas eu ce souci. Ah, tu as beaucoup de chance. Mais je pense que c'est parce que... la vision et la mission, elle est tellement... comment dire? En fait, les gens qui m'accompagnent, le staff qui m'accompagne, on a tellement une vision de vouloir emmener l'Afrique là où on veut l'amener que les gens ne se permettent même pas en fait de lâcher le navire en fait. Je pense que la vision elle est tellement grande, tu vois, que j'ai pas encore eu, du bois, j'ai pas encore eu de gens qui vont lâcher ou non, je m'en rappelle pas en tout cas. Et sinon, en général, est-ce que tu penses que, c'est-à-dire que les gens qui te voient peut-être dans l'entourage, etc., peut-être dans ton réseau, etc., est-ce que tu penses que les gens croient vraiment que ce projet-là va avancer, etc., disons? Ouais, je pense. Ça, c'est important. Ouais, si, je pense. Important. Et par rapport à ton réseau d'amis, est-ce que tes activités, c'est-à-dire t'ont éloigné de tes amis, ou bien est-ce que ça t'a... Alors, non, pas du tout. Moi, j'ai pas beaucoup d'amis. J'ai vraiment des amis que j'ai depuis toute petite, et j'en ai pas énormément. Mais en réalité, mon écosystème sont devenus mes amis. En fait. Toutes les personnes qui travaillent avec moi, que ce soit les mentors, que ce soit les intervenants, sont devenus comme des frères et des sœurs en fait. Mes clients sont devenus comme des amis. C'est vraiment une famille en fait. Donc, je suis toujours dans l'écosystème. Enfin, non, j'ai pas d'éloignement ou non.
J'ai entendu un entrepreneur théoriser ça, qui parlait de nous, on veut forcément avoir une vie personnelle ou bien des amis qui n'ont rien à voir avec le business et un business à côté, etc. C'est pas possible. Pourquoi ne pas fusionner les deux Clairement. et avoir une synergie entre notre vraie vie et notre activité? Non, je crois que chez Autour de Marie, en tout cas, c'est exactement ça. Réussi à faire. Parce que je le vois, par exemple, quand j'assiste à des événements, j'appelle pas des gens extérieurs, j'appelle ma maman, j'appelle ma cousine, j'appelle ma sœur, j'appelle ma pote pour tenir le stand, parce que tout le monde sait qu'est-ce que c'est qu'Autour de Marie. Mais En fait, yeah. je sais que la dernière fois que j'ai fait Business Africa, ma mère était là, j'avais ma meilleure pote qui était là, ma sœur est venue vite fait l'après-midi. Ouais, on a tourné comme ça en fait. Mais c'est extraordinaire hein, parce que, regarde, pourquoi est-ce que je dis extraordinaire? C'est parfait. Parce que le truc, c'est quoi? C'est que même il y a un outil de priorisation qu'on aime bien faire dans nos activités, l'outil Eisenhower. Urgent, selon l'urgence et l'importance, etc. Et dans cet outil-là, il y a une partie il y a une partie que tu dois déléguer. Et il y a énormément de gens d'entrepreneurs qui me disent, moi, je ne veux pas déléguer, je suis seul. Et regarde, toi, tu as une réponse à ça. Mais quand même, on reste seul. Hein. Yeah. Parce qu'en fait, bon, j'ai le soutien quand même de mon entourage, mais au final, en termes de stratégie et quand les coups durs arrivent, c'est pour toi. Hein. Même si tu as le support de ton entourage, l'entrepreneuriat, on est très seul. Yeah. Ce que je veux dire, c'est que parfois, tu peux demander l'aide d'une personne. Je peux demander de l'aide, oui. Même si la personne ne fait pas partie du business. Oui, je suis d'accord. Tu as la possibilité de dire, regarde, telle personne, est-ce que tu pourrais me donner un coup de main sur ça? Oui. Tu es en train de déléguer la tâche. Hein? Je suis d'accord. Tu es en train de déléguer la tâche, même si la personne n'est pas. Donc, il y a toujours une solution à ça. Tu as parlé de coups durs tout à l'heure. Quels ont été les coups durs les plus durs dans mon business? Oui, Autour de Marie. C'est de devoir changer. Là, je suis en plein dedans. Je suis en plein dedans. C'est vraiment de devoir pivoter. Je pense que c'est ça qui est difficile en fait. Yeah. Parce que le business model n'est pas assez rentable, soit parce que ça te demande beaucoup trop d'énergie. Et donc ça remet en cause en fait tout ce que tu as mis avant. Ça remet en cause quelque part ta personne aussi. Et je crois que c'est ça qui est dur. Moi, je suis en train de le passer. Je ne peux pas en parler parce que je ne l'ai pas encore dépassé. Mais je suis en plein dedans. Non, je comprends. Regarde, tu disais que toi, tu fais de l'impact. Et l'argent, c'est une conséquence. Oui. Ça t'a pris combien de temps avant que ton business commence à te payer un peu d'argent, cette activité-là à te payer un peu d'argent? Est-ce que la rémunération a démarré juste au moment où tu as démarré l'activité? Alors moi, c'est différent. Parce que moi, moi, je travaille en France, donc chez BMW. J'ai quitté et je me suis fait accompagner. Donc moi, j'ai quand même... j'ai un revenu à côté qui me permet de pouvoir déployer ce que je fais. J'ai pas eu besoin d'être rentable tout de suite parce que je savais que derrière, j'avais quelque chose. Yeah, ok. Tu vois, c'est maintenant que je commence à être rentable. Parce que je me suis dit, en fait, dans ma stratégie, je me suis dit, il faut que j'arrive à avoir d'autres sources de revenus pour vraiment avoir l'impact que je veux avoir. Et ne pas me concentrer sur, il faut que je fasse de l'argent.
Carrément, c'est une très bonne En stratégie. fait, Hein. tu vois. J'ai fait un post récemment sur les réseaux où je disais que j'ai commencé à travailler dans la partie marketing digital, hein, dans mon business marketing digital, à travailler gratuitement. Et le but derrière, c'est quoi? C'était d'avoir la main sur ce que je fais. Parce que tu ne peux pas t'empresser de vouloir gagner de l'argent, etc., alors que tu n'es même pas sûr que tu vas délivrer. Voilà quoi, normalement au client. Pour moi, après ça, pour moi c'est du vol quoi. Ouais, je comprends. Après ça, j'ai commencé à travailler pour moins cher. Et le but du moins cher, c'est quoi? C'est de me faire le maximum de références clients. Parce que les références clients vont te permettre de valoriser, de te donner plus de valeur, etc. Parce que quand tu montres aux gens ce que tu as fait, ce que tu as réalisé pour de grandes entreprises, etc. Ah oui, finalement, c'est... Et après, tu commences à facturer. Je disais high ticket. Après, c'est un coach pour moi, quoi. Il m'a dit, tu ne factures pas du high ticket, tu factures du right ticket. Oui. Du right ticket. Ouais, c'est vrai en plus. C'est vrai. C'est ça le prix correct en fait. Et ça rejoint juste ce que tu dis. Mohamed, tu avais une question. Ouais, en fait, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez eu à, je veux dire, côté psychologie en fait, est-ce que vous êtes réactif complètement quand vous êtes venu au Sénégal ou bien, bon, vous êtes entre guillemets préparé avant de venir sur le terrain? Je ne me suis pas préparée. Parce qu'en fait, je ne me suis pas préparée parce que je suis venue en tant que salariée. Et quand j'ai switché en tant qu'entrepreneur, non, je ne me suis pas préparée en fait. Moi, je suis très quelqu'un du... On y va après, on voit après. C'est la peut-être On voit après. Non, je ne me suis pas... Mais quand même, je ne me suis pas adaptée ou quoi que ce soit. Mais les personnes que j'accompagne quand même, j'essaie de les adapter le plus possible avant qu'ils arrivent. C'est-à-dire que toi, tu essaies d'éviter toutes les erreurs que tu as commises à tes incubés. Ça, c'est très bien quand même. C'est ça. Il y a eu des moments de doute où tu t'es dit non. Ah oui, mais tous les jours ça. Est-ce qu'on Non, ça c'est quoi? Non, ça c'est souvent. Oui. On a toujours des moments de doute si ce qu'on fait c'est bien ou pas, si ça va continuer. Est-ce qu'on change, est-ce qu'on switch? Est-ce qu'on switch? Non, ça on l'a, mais c'est ce qui nous permet d'avancer. Si on était sûr de tout le temps, c'est pas intéressant. En tout cas, comme moi j'ai besoin d'être dos au mur, moi ça me va. C'est clair. Et en Afrique, quels sont les entrepreneurs qui t'inspirent? Alors, en Afrique, bon, moi, toujours, je dis Abdul Khad de Volcano. Il n'est pas mentor chez nous pour rien d'ailleurs. C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Moi, on ne se connaît pas personnellement. Je lui fais un coucou d'ailleurs. Je suis ses activités et toutes les choses qu'il a mis en place et je respecte vraiment. Beaucoup de respect pour ce qu'il fait. On espère l'avoir vous l'aurez. Dans Impact Resto. Ouais, vous l'aurez. Abdul. Après, j'ai pas vraiment de... Sinon, au niveau africain, est-ce qu'il y a des entrepreneurs que énormément de gens connaissent, etc. Bon, nous, on a été beaucoup bercés par Philippe Simo, que je connais personnellement. Investir au pays. En fait, le switch qu'il a fait dans la tête de la diaspora, je me dis, mais c'est extraordinaire. En fait. Donc, Philippe, si tu nous écoutes, tu sais déjà, je te le dis tous les jours. Non, et puis, ce que j'aime chez Philippe Simo, c'est un acharné de travail. Ce qu'il a fait là, c'est vraiment parce qu'il a beaucoup bossé. Et pour le connaître personnellement, c'est quelqu'un qui bosse énormément. J'ai beaucoup de respect pour lui. Moi, j'ai eu la chance, je pense que c'était son premier événement à Dakar, Fleur de Lys, je think 2018, 2019, etc., d'intervenir. Ah, tu étais intervenant? Moi, j'étais venue à un truc à lui.
Ouais, non, bon, ça doit, Peut-être le deuxième, je crois. ça doit être le deuxième. C'était le deuxième. Parce que le premier, c'était à Fleur de... Après, il a fait des choses à C'était le Savannah. deuxième, des Savannah. événements. Ouais, moi, c'était Savannah. Ouais. Moi, c'était avant Savannah. C'était à Fleur de Lys. C'était... Alors, dis-moi, c'était comment? Première fois qu'il est arrivé à Dakar? Oui, non, mais c'est-à-dire, il est arrivé avec des outils. Et moi, je venais de découvrir ces outils-là. Et c'est des outils adaptés, vraiment adaptés au contexte africain. Et c'est ce qui m'a vraiment plu, en fait. Donc, lui, en fait, dans sa manière de former, etc., il n'est pas technique. Il n'est pas technique, il ne vient pas avec des mots extraordinaires, etc. Il vient avec une approche qui est très simple. Et au final, tu te dis, ah, il est efficace. Ah oui, ouais. C'est ça. Il est très efficace. Moi, j'aime bien son pragmatisme, en fait. Il est très pratico-pratique. Et j'ai suivi hier une de ses vidéos, une vidéo où il parlait, où il montrait le trophée du 1 million d'abonnés, etc. Et il a dit que, oui, investir au pays a créé énormément de petits investir au pays et de petits Philippe Simon, etc. Oui, j'ai envie de lui dire que oui, il fait partie des gens qui m'ont vraiment inspiré à créer du contenu, etc. Et on le suit, il nous inspire et on voit ce qu'il fait et on est très fiers, en fait. C'est clair. On est très fiers, on continue d'apprendre de lui. Malheureusement, bon, j'ai pas pu l'avoir quand il était là récemment. La dernière fois. Mais voilà quoi, on le suit et on continue à faire du travail à côté. Et je pense que la prochaine fois qu'on se reverra, on fera une belle vidéo où on va se rappeler de, de cet événement-là. J'ai toujours l'affiche, etc. Donc c'était bien. Philippe, c'est une belle référence. Après, on a plein d'autres références, mais l'objectif, en tout cas pour Autour de Marie, c'est de faire des champions nationaux. Parce qu'en fait, pour moi, pour qu'un pays fonctionne, il faut des entreprises très très fortes. On l'a vu dans d'autres pays, comme la Corée, avec la famille Samsung. Enfin, tu vois, c'est quand même des gens qui pèsent, quoi, qui pèsent dans l'économie. Et si on a envie que le continent puisse s'élever, il faut qu'on ait des champions nationaux. Right. Il y a eu un changement qui s'est opéré côté politique récemment au Sénégal, etc. Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle dynamique qui s'opère actuellement? Non, une belle dynamique. On a un président jeune, donc déjà ça montre déjà quelque chose. On a un président qui s'habille 100% africain. Donc c'est des petites choses comme ça qui rentrent dans l'esprit des gens et j'ai beaucoup d'espoir en tout cas sur ce gouvernement-là et qui vont changer les choses et ils ont... En fait, il y a quelque chose qui s'est passé, clairement, quand ils sont arrivés au pouvoir. Et j'espère que ça va impulser aussi la jeunesse sénégalaise, mais j'ai pas trop de doutes sur ça. Carrément. Même moi, même quand tu dis il s'habille 100% africain, même ses costumes, c'est un Sénégalais qui fait. Clairement. C'est un Sénégalais qui fait ses costumes. C'est ça, et puis c'est un Sénégalais qui vient de l'arrière-pays. Enfin, il y a plein de, tu vois. Quand tu entends Diomaye parler, on sent que c'est le vrai Sérère, tu vois. Donc ça. Il n'est pas là il n'est pas, enfin tu vois, il parle un français africain. Voilà, c'est trop bien en fait, tu vois, on n'a pas besoin des choro là, des gens qui sortent de Polytechnique ou de je sais pas où là. Ça montre un nouveau visage et ça donne aussi de l'espoir à d'autres qui étaient peut-être qui sont comme lui, qui lui ressemblaient à l'époque, quoi. Donc, si aujourd'hui tu devais retourner à tes 18 ans ou bien à tes 16 ans, qu'est-ce que tu ferais autrement? Qu'est-ce que je ferais autrement? Imagine maintenant, là, tu as le même niveau de compétences, etc. Tu as les réseaux, tu as tout ce que tu as dans la tête actuellement. On te ramène à tes 18 ans. Qu'est-ce que tu fais?
Qu'est-ce que je fais? Tu repars en entreprise, tu crées ton business, tu fais quoi? Je crée d'autres business. J'en créerai plus, en fait. Ouais. À 18 ans, voilà. J'en créerai plus, je me formerai encore plus. Je me formerai peut-être pas au tourisme, je formerai plutôt dans l'entrepreneuriat. Yeah, tu commencerais par l'entrepreneuriat. Ouais, je commencerai par l'entrepreneuriat, ouais, clairement. Je voyagerai plus. Parce que le voyage, je peux vous dire que c'est un accélérateur. Yeah. Je voyagerai plus. Je serai mentorée par vraiment des plus gros mentors de ce pays. Ouais. Yeah. Et je créerai d'autres industries. Carrément. Et c'est quoi les perspectives avec... où est-ce que tu veux aller, quoi, si tu n'as pas peur d'en parler? Où est-ce que tu veux aller avec Autour de Marie? Yes, avec... Alors, franchement, pour Autour de Marie, j'aimerais vraiment être la référence, comment dire, le partenaire idéal par qui la diaspora doit passer. C'est-à-dire que dès qu'on dit entrepreneuriat en Afrique, c'est Autour de Marie. Tu veux concurrencer Philippe? Ouais, au Sénégal, ouais. Tu veux concurrencer Philippe? Philippe, tu as une concurrence. Ouais, mais il sait déjà. Philippe, ça va être chaud pour toi. Hein. Non, il sait déjà, mais Philippe, vraiment. Il doit être content de voir. Mais oui, mais parce que je suis une ancienne de ses élèves, donc il sait. Carrément. Voilà. Ouais, donc c'est ça. Et puis être dans toutes les industries du Sénégal, c'est-à-dire vraiment être le pont, ramener toutes les pépites, vraiment aller chercher toutes les pépites d'Europe et d'ailleurs, et de les ramener ici sur des projets gouvernementaux, sur des projets étatiques. Sur des gros projets dans les entreprises aussi. Donc là, on parle vraiment de tout ce qui est digitalisation, IT, toutes ces pépites-là, tous les ramener et les placer. Il y a beaucoup d'expertise. Tout ramener, tous les experts, là, les ramener, faciliter. Et puis, je sais que dans chaque industrie, il y a des problématiques. Dans l'agro, il y a des problématiques. Dans l'industrie du textile, il y a des problématiques. Enfin, tu vois, et vraiment ramener toutes les pépites, les ramener ici. Carrément. En tout cas, c'est l'Afrique qui en gagne, quoi. Et on a des expertises, on a des experts dans tous les domaines qui sont dans la diaspora. Et puis, comme tu l'as dit, hein, c'est le moment de commencer à construire, de mettre, de propulser l'Afrique vers l'émergence, vers le développement. Exactement. Et tout. Tu as quelque chose à nous partager pour terminer? Quelque chose à vous partager? Non, pas spécialement. J'ai juste envie de vous dire que vraiment, faites ce qui vous anime. En fait, il n'y a pas d'autre secret. Faites ce qui vous anime. Soyez excellent dans ce que vous faites. Ne faites pas 50 milliards de choses en même temps. Faites des choses qui sont excellentes et formez-vous aussi, c'est important. La formation, c'est la base, surtout dans l'ère où on est là aujourd'hui, c'est accessible à tout le monde. Quelqu'un qui veut devenir ingénieur, il peut devenir ingénieur très facilement. Hein? C'est plus comme avant. Donc là, briser les plafonds de verre, en fait. C'est vraiment ça que j'ai à dire. En tout cas, moi, ça a été un plaisir de... Bon, moi, je te suivais depuis... je pense t'avoir découvert quand Assitan a fait l'interview, l'immersion avec Bambalo. C'est ça. J'ai vu tous les comptes qu'elle a mentionnés, qui ont été mentionnés. Exactement. Et je me suis abonné direct. Waouh! Ouais. Parce que moi, en fait, quand je vois quelqu'un qui met en place des choses, etc., pour moi, c'est à encourager. Non, clairement, on a une belle collaboration avec Acetan. J'ai découvert Acetan en même temps. J'ai découvert ton compte et je pense d'autres comptes qui parlaient d'Afrique, etc., de business Afrique, etc. C'est ça. Mais voilà, moi je suis toujours content de voir des gens qui mettent en place des initiatives. Non, clairement. Et je ne vois pas
ah oui, c'est la concurrence, il y a plus de gens qui se lancent. On n'a jamais voulu ça. On se complète beaucoup à cette année. C'est bien. En fait. Il faut que tout le monde se lance. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir plus de qualité. Parce que ça permet derrière à Manu, regarde, Manu, il faut que tu sois sérieux dans ce que tu fais. Parce que si tu n'es pas sérieux dans ce que tu fais, il y a d'autres gens qui sont sérieux dans ce qu'ils font. Les gens, ils vont aller voir les autres. Soit tout le monde est excellent et voilà, on propulse les choses, soit les quelques qui sont excellents, ils vont gérer le marché. Et c'est ce qui est normal. C'est-à-dire, tu parlais dans tes interventions dans tes propos du décalage de monde qu'il y a. On sait qu'ici, côté délivrabilité, oui, il y a un souci. Côté mindset, côté pas mal de choses. Nous, on devrait pouvoir proposer un contenu avec des standards de l'extérieur, européen, américain, etc. Exactement. Et aujourd'hui, on a la chance, quand on vous côtoie, quand on voit des gens de la diaspora travailler avec ces standards-là, nous, on est inspirés. C'est ça. On est inspirés et on apprend. En fait, c'est vraiment dans la collaboration avec Acetane, pour parler d'elle, parce que c'est important. On a mis nos égos de côté, parce qu'on pouvait dire qu'on était concurrentes, absolument pas. On a juste regardé là où on se complétait. Elle, c'était vraiment dans l'aspect développement de business. Moi, c'était plus pour la casquette terrain, terrain réseau. Et on s'est dit, mais en fait, on peut pas, on est obligé de collaborer pour faire quelque chose de grand. Et aujourd'hui, on a des projets aussi régionaux. Et c'était l'objectif à la base. C'était vraiment l'objectif. Donc, les collaborations sont très, 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 très importantes et il ne faut pas avoir peur de le faire. Aujourd'hui, on peut aussi collaborer avec toi, comme on peut collaborer avec quelqu'un d'autre qui fait peut-être même pareil que toi. Mais ça, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir avoir toutes vos expertises et de pouvoir répondre aux besoins, parce qu'il y a un vrai besoin. La diaspora a un besoin que vous imaginez même pas, en fait. Et en fait, sans vous, on ne peut pas faire, parce que c'est vous qui avez les clés du terrain, même si moi je connais le terrain, effectivement, mais c'est vous qui les avez. Et donc dans la collaboration avec Acetane, c'était vraiment ça. C'était aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour avancer ensemble, même si on est sur un même marché, et comment est-ce qu'on fait pour avancer ensemble. Et je pense que c'est la clé aussi, quand on entreprend, c'est de ne pas être seul, de ne pas entreprendre seul. Comme Philippe Simo le dit souvent, vous n'allez pas aller très loin en fait. Ensemble, seul on va vite, mais ensemble on va loin. Tu vois, donc il faut vraiment être. Enfin, pour moi, le collectif c'est important. Peut-être parce que je suis ancienne basketteuse, parce que moi j'ai un collectif. Enfin, moi je suis collectif d'abord. C'est très important pour moi. Et c'est en collaborant que vous allez aller beaucoup plus loin en fait. C'est important. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir. Merci, plaisir partagé. Merci de m'avoir invité. Tu nous as partagé énormément de choses. Merci. Et guys, comme d'habitude, vous avez un e-book où on a travaillé sur un e-book avec 100 idées business. C'est des idées business. Idées. Et c'est déjà bien. Il est offert? Non, c'est pas offert. Alors, c'est quoi? C'est à 15 000. 15 000. C'est un e-book, il y a 100 idées business. Bon, après, je dis 100 idées business, il y en a plus en fait. Et c'est décliné en une vingtaine de domaines. C'est des business qui sont rentables et faciles à lancer en Afrique. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir des millions et des business, des idées business, il y en a énormément. Donc, c'est pas pour que les gens puissent lancer les 100 idées en même temps. Parce que dans le e-book, il y a aussi le concept de l'ikigai qu'on détaille, etc. Top. La base. Et la base et la personne qui lit le e-book en même temps lit ce concept-là pour avoir une idée de son profil. Parce que on a plus de chances de réussite dans un business qui nous correspond.
Donc il y a cette idée-là. On a une partie où l'on parle beaucoup de digital parce que c'est aussi un outil qui nous permet de nous lancer avec les moyens du bord. C'est vrai, et d'aller plus vite. Voilà, donc peu importe ce que vous faites, que ce soit que vous soyez dans le monde de la beauté, du digital, de l'agro, de l'élevage, etc. Il y a toujours possibilité d'utiliser le digital comme levier pour démarrer avec des moyens qui sont énormes. On a par exemple une personne actuellement qui est Julbert qui est en train de se former avec nous, qui est dans le domaine de l'élevage, etc. Je veux dire, regarde, la majeure partie des gens qui font volaille, etc., leur business model est axé sur la vente de tout ce qui est cher, etc. Je vois rarement de personnes proposer une formation dans ce domaine. Yes, et pourtant il y a énormément de gens qui se lancent dans l'agriculture et qui échouent. Je connais des gens qui ont investi des millions dans l'agriculture et qui ont échoué. Mais toi, tu t'en sors. Pourquoi? Parce que tu maîtrises la vie. Tu pourrais, digitaliser une formation. Digitaliser et mettre en place tu prends des cours, dans un premier temps, tu prends des cours de 5, de 10 personnes dans un premier temps et tu leur expliques comment est-ce que ça se passe. C'est comme ça qu'on a fait. Oui. Nous tous. Ouais. Donc, quand je dis facile à lancer, quand je dis facile à acquérir, rentable et facile à lancer, parce que le potentiel, il est là. On sait que les business qu'on a peuvent marcher parce que le marché, il n'est pas saturé, donc ça peut être rentable. C'est facile à lancer parce que ça ne demande pas énormément de ça demande quand même des compétences. Et les compétences, on peut aller les chercher. Vous avez peut-être déjà des compétences dans ce domaine, etc. Donc, il y a le e-book, il y a ces e-books-là. Et à côté, pour ceux qui ont déjà une activité, vous avez le marketing, la formation marketing digital, qui vous permet de développer quelque chose qui est déjà là, parce qu'on sait maintenant que tout le monde est connecté, donc on va aller les retrouver là où ils sont. Oui, clairement. Voilà, donc on a ces deux-là. So, guys, abonnez-vous, likez, partagez, parce que ça ne coûte rien du tout. Et allez vous abonner sur les comptes autour de Marie, guys. Et à la prochaine. Merci. Bye bye. Au revoir.